année de grâce qui commence. Urgence Plus Monde souhaite à tous les malades démunis, à tous ses donateurs et aux téléspectateurs de l'émission Secours Plus une bonne et heureuse année 2018. Une année pleine de santé, de prospérité et de bonheur. Urgence Plus Monde, le monde à leur côté. Le lavage des mains. Des études récentes ont démontré que se laver les mains est la meilleure façon d'éviter la propagation de nombreuses maladies. En effet, les mains comportent des méchants germes appelés micro-organismes ou bactéries qui se propagent quand nous touchons des objets et se transmettent d'une personne à une autre. La propagation des germes se fait à 75% de manière manuportée. Il est donc convenable de se laver les mains avec une bonne quantité d'eau, avec du savon, en se frottant entre les doigts, tout en nettoyant les ongles et en se lavant de préférence des doigts jusqu'au coude. Nous devons nous laver les mains avant et après chaque repas, avant et après tous travaux académiques ou professionnels, avant et après tout nettoyage des yeux, des oreilles et du nez, avant et après le passage aux toilettes, avant et après toute visite dans un centre hospitalier. N'oubliez pas, une bonne hygiène assurera votre santé. Aucune situation dans la vie n'est définitive. Il faut juste que nous nous armions d'espoir et que nous pensions au bonheur de notre prochain dans nos faits et gestes. Et voilà qu'un espoir pointe à l'horizon, qu'une vie réjaillit. Il n'y avait plus d'espoir pour ce cinquantenaire révolu, Bernard Mboutou. Retrouvé par l'équipe de Secours Plus au cœur de la forêt d'Afia par Abang-Bang, à l'est du Cameroun. Pygmée originaire de Mbangué 2 par Batouri, Bernard a été pendant une vingtaine d'années victime d'une volumineuse hernie inguino-scrotale. Une maladie qui était un véritable obstacle à son épanouissement et à sa santé. Stigmatisé et marginalisé, Bernard avait préféré se mettre à l'écart de la société dans cette forêt pour éviter les moqueries de son entourage. Attristé, malheureux, je viens vers toi. Vivant de la chasse et de la petite agriculture, Bernard arrivait à peine à prendre soin de lui-même. Ému de compassion à son endroit, un bienfaiteur a contacté l'association Urgence Plus Monde qui a décidé de faire connaître le cas de Bernard auprès des âmes de bonne volonté par la fenêtre du programme télévisé et humanitaire Secours Plus. Sur les réseaux sociaux, comme au travers du petit écran, Bernard n'a laissé personne indifférent. Chacun a donné sa petite main de soutien pour que la situation de Bernard puisse changer et que sa santé soit restaurée. Même la direction de l'hôpital du district d'Abang-Bang a décidé de soutenir l'action de l'association Urgence Plus Monde en exonérant de certaines charges. Puis, l'opération a été aussitôt programmée au grand bonheur de notre demandeur, Bernard Mboutou. Mesdames, Messieurs, c'est toujours pour nous un réel plaisir de savoir que vous êtes très nombreux, de plus en plus nombreux à regarder ce programme humanitaire. Et pour nous, nous sommes toujours très satisfaits. Plus vous êtes nombreux, plus vous agissez, plus les vies sont sauvées. Nous sommes contents, une fois de plus, aujourd'hui de vous annoncer l'intervention chirurgicale sur Bernard Mboutou. Vous vous rappelez de Bernard Mboutou. Bernard Esco Mboutou avait été victime comme cela d'une hernie
inguino-scrotale, une énorme hernie inguino-scrotale. Nous l'avons récupéré comme ça dans la forêt même d'Afia. Et grâce à vous, grâce à vos nombreux dons, nous avons décidé de pouvoir véritablement l'opérer. Naturellement, le directeur de l'hôpital d'Abomban va être justement celui-là qui va mener de main de maître cette intervention chirurgicale sur Bernard Esco Mboutou. Nous espérons que tout va bien se passer. Naturellement, nous voulons dire merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette opération. Alors, nous allons aller avec vous, naturellement, suivre et vivre en direct son intervention chirurgicale à l'hôpital du district d'Abomban. C'est tout de suite. Ne quittez pas le petit écran, nous y allons ensemble. J'ai pris soin de toi dès ton origine. Oui, je t'ai porté dès ta naissance. Pendant ta jeunesse, je serai le même, oui le même. Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. Comme c'est de coutume, l'équipe de Secours Plus s'est mise en route pour assister à l'intervention chirurgicale de Bernard. Un voyage de plus de 3 heures, de Yaoundé à Abomban, et dont l'objectif est également de faire vivre ces moments forts aux téléspectateurs et donateurs du programme humanitaire Secours Plus. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à Abomban, l'hôpital de district d'Abomban, où nous devons vivre avec vous l'intervention chirurgicale sur Bernard Esco Mboutou. Nous sommes certains que tout est déjà en train de se préparer au niveau du bloc opératoire pour cette intervention chirurgicale. Nous espérons que tout va bien se passer. Merci d'avoir été avec nous pendant tout le parcours. Nous allons nous reposer un peu et naturellement, après cette transition, vous allez certainement être avec nous au bloc opératoire. C'est tout de suite. Bernard, entouré des charmantes infirmières, est en train d'être préparé pour son opération. Il est plutôt détendu et assez optimiste quant au déroulement et se prête au jeu de questions-réponses des infirmières. Content. Si je ne suis pas content, si je n'ai pas venu, je ne savais pas qu'on va croiser que vous avez me guéri. Je connais seulement que je suis malade. Même au village, je ne connais pas que je suis malade. Ça me commence ici. Ça commence ici ou à Abomban? Jusqu'à Mampa. Avant d'aider, je ne sais pas avec ça. Il n'y avait pas ça? Non. C'était pas gonflé comme ça? Non. Okay. Notre patient va être mis sous anesthésie générale pour permettre au médecin de faire son travail de chirurgie. Le malade étant prêt, il reviendra à ce jeune médecin dynamique, le docteur Joseph Issono, par ailleurs le directeur de l'hôpital du district d'Abomban, de gérer de bout en bout la phase chirurgicale. Un travail délicat qu'il devra accomplir avec le secours de toute l'équipe médicale. Mesdames, Messieurs, nous sommes prêts à pouvoir véritablement faire notre entrée au bloc, mais certainement vous avez déjà vu des images de Bernard Mboutou qui a été préparé de manière particulière par les infirmières de ce centre hospitalier à Abomban et qui est passé également sur la table du bloc opératoire pour la phase anesthésiste. Maintenant, nous allons retrouver toute l'équipe médicale à l'intérieur qui a déjà commencé certainement le travail d'opération naturellement avec le docteur Joseph qui est en train de travailler sur le cas de Bernard Mboutou. Nous voulons vous dire merci comme ça pour tous vos dons, pour tous vos gestes de cœur qui ont permis que nous puissions véritablement réaliser cette intervention chirurgicale.
Le travail au bloc impose le calme et le sérieux de l'équipe médicale. Mais cela n'empêche pas que cette dernière puisse de temps en temps lancer des blagues pour détendre l'atmosphère. Saisissons-leur la main. T'honorer à ce crime. Saisis cette main qui est tendue et qui languit. Entends ce cri qui vient d'un cœur attristé. J'ai pris soin de toi dès ton origine. Oui, je t'ai porté dès ta naissance. Pendant ta jeunesse, je serai le même, oui le même. Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. N'aie pas peur, oh mon enfant. Pour toi, je suis présent. Je suis toujours pour toi. Saisissons-leur la main. Compatissons à ce malheur. Tendons l'oreille. Participons à ce bienfait. Participons. Oh. Compatissons à ce chagrin. Alors, mesdames, messieurs, déjà 2 heures se sont écoulées depuis le premier coup de bistouri du docteur Essono et son équipe. Nous sommes sur le champ opératoire depuis tout ce temps. Nous allons comme ça profiter pour lui demander, poser quelques questions. Qu'est-ce qui a été fait, docteur, depuis le début et qu'est-ce qui reste à faire par rapport à cette intervention chirurgicale? Bon, disons que nous avons au début de l'intervention, après l'incision, et commencer par isoler, repérer d'abord le sac hernier, identifier son contenu, l'isoler et isoler également le cordon spermatique. Ensuite, nous avons procédé à une des adhérences, parce que vous voyez, il y avait beaucoup d'adhérences. C'était dû à tout autant à fait. que ça a fait. Et c'est ça qui explique la longue durée de l'intervention. Justement. Et beaucoup de vaisseaux néoformés. Il y avait une néovascularisation, dans des vaisseaux qui viennent avec l'ancienneté. Donc, c'était un peu laborieux. Finalement, nous avons réussi à isoler le sac hernier. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y en avait 2 sacs. Donc, il y avait le sac, il y avait le péritoine qui venait avec les anses intestinales. Et il y avait également la vessie. Oui, oui. Dans la corne
gauche de la vessie qui venait, et c'était un peu embêtant, mais nous l'avons vite identifié grâce à ses caractéristiques macroscopiques, donc notamment la graisse prévésicale qui est un peu jaunâtre. Mais nous avons confirmé cela parce que vous avez remarqué que nous avons pris comme précaution de mettre une sonde urinaire. Et dans ce deuxième sac, nous avons repéré le ballonnet de la sonde qui confirmait effectivement que c'était la vessie. Et c'était l'un des pièges de cette chirurgie. Donc nous l'avons simplement refoulé. Mais quant au sac qui contenait les intestins, nous avons réduit la hernie et nous avons réséqué le sac. C'est-à-dire que voilà, l'excès de tissu fibrosé, nous avons refoulé. Actuellement, nous sommes en train de procéder à la cure inguinale proprement dite, selon une technique dite de Schuldis. Merci. Okay. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour arriver jusqu'ici? Disons que la principale difficulté, c'était les adhérences et tous ces vaisseaux néoformés. Et également ce deuxième sac qui était en réalité la vessie. Mais bon, le malade se comporte très bien, l'équipe de l'anesthésie ne nous a pas fait signe, pour le moment nous n'avons pas de soucis. Merci beaucoup. Et nous finissons bientôt comme ça. D'accord. On ne va pas vous embêter longtemps, on va vous laisser travailler. Mesdames, Messieurs, nous pouvons tout simplement vous dire merci encore parce que c'est grâce à vous que nous arrivons à réaliser tout ce travail. Nous allons laisser les médecins comme ça finir cette intervention chirurgicale, peut-être quelques minutes encore, et nous reviendrons vers vous pour clôturer avec cette opération. C'est la phase finale de l'intervention qui s'amorce ainsi. Un moment tout aussi délicat que le début, qui devrait être bien maîtrisé par l'équipe médicale, car en effet, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Son sang versé a plaidé ma cause. Et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières. Mesdames, Messieurs, pendant que Bernard Mboutou va sortir de ce bloc opératoire, nous allons comme cela poser quelques questions au docteur Essono qui a tenu de main de maître l'intervention chirurgicale sur Bernard depuis le début jusqu'à la fin. Nous voulons encore comme ça vous remercier, docteur, d'avoir accepté de faire, il faut le dire, avec un grand cœur et vraiment à très faible coût, cette intervention chirurgicale qui n'a pas été facile du tout. Tout à fait. Je pense que les remerciements s'adressent à toute l'équipe d'anesthésie, le docteur Kaboula, mon jeune confrère qui m'a accompagné, et puis le reste de l'équipe. Et puis, effectivement, c'était pas une intervention facile. Et ça a été très laborieux, parce que c'était une vieille hernie inguino-scrotale ingouée. Donc, il y avait beaucoup de tissus fibreux, des vaisseaux sanguins qui se sont formés là-dessous. Donc, c'était pas l'anatomie comme nous avons appris. Voilà. Donc, il fallait faire très attention pour ne pas léser un tissu et créer plutôt une complication. Nous sommes allés doucement, c'est pour ça que vous avez vu ça. Nous avons fait 2 heures de temps pour réussir à disséquer le sac hernier. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, il était bicorne. Il avait 2 cornes. Il y avait une première partie qui était en fait le péritoine qui contenait les anses intestinales, les intestins, et une deuxième partie qui était en réalité une corne de la vessie, qui était une corne de la vessie. Bon, on l'a rapidement identifié grâce à sa structure macroscopique, et on a confirmé ça. Vous avez vu le ballonnet de la sonde urinaire qu'on pouvait ressentir à l'intérieur de ce sac-là, donc ce qui confirmait que c'était la vessie. Et c'était le principal piège de cette intervention. Vous l'avez dit plus haut. Voilà, donc nous avons donc réséqué l'excédent de péritoine qui était un tissu extrêmement fibrosé après avoir refoulé les anses.
Et puis, nous avons refoulé également la vessie avant de faire la cure hernière selon une technique dite de sous-10. Voilà. Donc, le malade, du côté de l'anesthésie, ça s'est très bien passé. Nous avons constaté justement. Voilà. Donc, maintenant, il va en salle pour le suivi post-opératoire. Je pense qu'il en a... Pour ici, combien de temps justement? Il en a environ pour 7 jours. 7 jours. Vu qu'il y a eu beaucoup de réjections, nous allons l'observer. Et avant de le libérer, on reviendra seulement peut-être après un mois à rendez-vous. D'accord. Alors, est-ce qu'il peut, quelles complications peuvent survenir après une telle intervention chirurgicale, ou alors normalement les complications c'est vraiment très rare dans le cas pareil? Bon, disons que l'intervention s'est très bien passée. On ne s'attend pas vraiment à une complication. La complication éventuelle qu'on pourrait avoir, c'est une infection post-opératoire. Surtout qu'il est en brousse, il est dans des situations très compliquées. Donc nous avons pris les dispositions. La préparation opératoire a été bien faite, l'antibioprophylaxie pendant l'intervention, et nous allons suivre également les pansements. Le personnel maîtrise bien les soins de qualité. Je pense que on n'a pas de souci à se faire. Est-ce qu'il y a des précautions ou alors une nouvelle façon de vivre que Bernard devrait adopter après une telle intervention, surtout que c'est quelqu'un qui vit dans la brousse? Bon, disons qu'il devra déjà observer le repos médical que nous allons lui prescrire à la sortie, et je pense qu'il pourra vaquer à ses occupations. Après l'intervention, il pourra de nouveau être productif, et surtout il pourra se réinsérer dans la société. Donc je vous avais dit au départ que ce sont des maladies qui sont parfois stigmatisantes, parce que ce genre de patients qui portent ce genre de masse sont souvent taxés, sont rejetés, sont exclus de la société. Vous avez vu, sa femme est partie, ses enfants, elle a emporté les enfants avec elle, il est exclu de la société, et comme il ne peut pas à lui tout seul produire ce qu'il mange, ses repas, donc ça fait qu'il devient très dépendant, il commence même carrément à manger. Donc c'est un patient dont, puisqu'il n'aura plus cette masse, il sera réinséré dans la société et il pourra faire avec les autres, et il sera beaucoup plus autonome, je pense. Merci beaucoup, docteur. Nous vous remercions encore de votre compassion et votre adhésion à la vision de Urgence Plus Monde, et votre soutien, le soutien de tout votre staff par rapport à cette intervention chirurgicale. Mesdames, messieurs, vous avez été certainement d'un soutien énorme pendant cette intervention chirurgicale, puisque vous avez soutenu autant spirituellement que matériellement, même financièrement, pour que cette intervention puisse avoir lieu. Maintenant, nous devons réinsérer Bernard Mboutou dans la société. C'est très compliqué parce qu'il va retourner encore dans la brousse avec tout ce qu'on peut avoir comme infection. C'est assez compliqué pour nous de le laisser partir dans ces conditions-là. Nous avons besoin que vous puissiez nous donner des idées, ou alors que vous puissiez davantage trouver une solution pour qu'il puisse véritablement avoir un abri, et pourquoi pas un petit boulot, quelque chose qui va l'occuper et lui donner naturellement de pouvoir vivre. Il a justement reçu une prescription d'un repos. Pendant ce repos, il faudrait davantage le prendre en charge en termes de nourriture, de nutrition, etc. Nous continuons de compter sur vous parce que vous avez un très très grand cœur. Alors nous allons voir comment il est en train d'être installé dans sa salle. Pour ce, nous vous disons au revoir. Je suis ému de joie par rapport à mon frère, M. Mboutou, Esco Bernard. Son état que j'ai trouvé là, je suis tellement fier par rapport à l'air qui est venu, et mon frère est en santé. Il était enflé, maintenant il est droit. Dès qu'il sera en santé, qu'on le remette à les mains de sa famille, et on va voir ce que sa famille va agir par rapport à les gestes qu'ils ont fait. Ça c'est mon souhait, parce que si on le laisse toujours en brousse là, il va reconnaître des travaux durs et ça peut encore lâcher. L'équipe de Secours Plus est descendue sur le terrain quelques jours après l'opération de Bernard pour constater sa restauration et son rétablissement. C'est un Bernard différent qui a été rencontré, dynamique et plein d'énergie, reconnaissant pour ses gestes de cœur manifestés à son endroit. Bernard a été accompagné jusqu'à Afia, où il a été accueilli triomphalement par les siens, surpris de le voir restauré.
Ce geste de cœur des bienfaiteurs, à l'endroit de Bernard, redonnera certainement l'espoir à plus d'une personne dans cette localité. Car en effet, aucune situation n'est vraiment définitive. Nous sommes très contents parce que c'est pas le premier, je crois que c'est le premier problème aujourd'hui, mais d'autres reviendront. Parce que on vous avait pas cru au départ, mais avec son état, on a vu que c'est une réalité. Merci, surtout on nous avait dit qu'à Bomban, un docteur ne pouvait pas faire ce travail. On devait aller à Yaoundé Douala, mais un de mes fils, c'est un fils, un docteur, un chirurgien, qui m'a dit que je peux faire ce travail à Bomban. Je remercie cet enfant. S'il peut avoir une promotion même ailleurs, je suis reconnaissant en lui. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Ta condition, ta position, ta religion, la Croix-Rouge ne sera jamais loin. N'aie des soucis de... Bienvenue à la rubrique Premier Secours de votre émission Secours Plus. Nous verrons cette fois-ci comment intervenir en cas d'une hémorragie externe. De prime abord, quand nous trouvons sur la place publique une victime souffrant d'une hémorragie, il est d'abord impératif de dégager la victime et la mettre en sécurité. Une fois la victime est mise en sécurité, nous observons maintenant cette hémorragie. Alors, si le sang coule en nappe, qu'on appelle vulgairement, c'est-à-dire couler en sointé, il s'agit là d'une hémorragie veineuse. Et comment arrêter cette hémorragie veineuse? Nous avons le point de compression. Ça veut dire que nous allons faire une compression manuelle directe. Ça veut dire que nous agissons directement sur la blessure ou encore à partir d'un pansement compressif. Une fois le pansement compressif est appliqué, ça veut dire que nous utilisons une compresse que nous plaçons sur la blessure et à l'aide d'une bande de velcro, nous appliquons un bandage en serrant légèrement, ce qui va permettre d'arrêter l'hémorragie. Une fois que nous avons arrêté l'hémorragie à partir d'un pansement compressif, nous pouvons maintenant évacuer notre victime dans le centre de santé le plus proche. Là, notre victime est plus en sécurité. Séance. Amenez-moi à l'hôpital, s'il vous plaît. La prochaine fois, nous verrons comment agir en cas d'une hémorragie artérielle. Salut à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans le cadre de cette rubrique Entretien que nous avons le privilège et même le plaisir de vous offrir. À chaque fois, c'est un cadre qui met en duplex une thématique et un invité. Notre sujet du jour, les soins palliatifs. Nous voulons bien en parler en ce moment où le cancer et d'autres maladies suffisamment graves et sérieuses font beaucoup de ravages. Notre invité du jour est le docteur Dina Belmbassi. Elle est cancérologue, oncologue médical, expert en soins palliatifs, je préfère. Docteur Dina, bonjour. Bonjour. Avec vous, effectivement, nous allons éplucher le sujet des soins palliatifs pour essayer de comprendre avec nos téléspectateurs ce qu'il en est, ce qu'il en retourne et éventuellement quelles en sont les procédures et les méthodes ou les détails sur le plan de l'exécution. En quelques mots pour commencer, c'est quoi les soins palliatifs? Alors Aminatou, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Les soins palliatifs, je voudrais dans un premier temps dire qu'il s'agit d'une spécialité médicale aujourd'hui reconnue dans plusieurs pays. C'est toute action qui vise à améliorer la qualité de vie
non seulement du patient, mais aussi de sa famille, faisant face à une maladie limitant ou menaçant la vie. Et ceci passe par l'identification et la prise en charge efficace de la douleur, qui est le maître symptôme, qui altère la qualité de vie, mais aussi la prise en charge des problèmes psychologiques, des problèmes sociaux et des problèmes spirituels qui vont accompagner cette maladie-là et cette famille. En qualité d'expert en soins palliatifs, ce que vous êtes, à quel genre de patients avez-vous affaire en général? Alors, nous avons affaire premièrement aux patients cancéreux. Donc, tous les patients atteints de cancer sont des candidats pour les soins palliatifs. Aux patients atteints d'infection à VIH et très souvent à des stades tardifs, à des stades terminaux. Nous avons affaire aux patients qui ont des maladies rénales chroniques. Nous pouvons avoir affaire également aux patients qui ont des affections neurologiques ou cardiovasculaires limitant la vie. On peut citer en exemple un patient qui a fait un accident vasculaire cérébral et qui a une séquelle d'hémiplégie, qui va être à l'origine d'une limitation de son activité et qui induira par conséquent des problèmes psychologiques et sociaux parfois dans le contexte africain que nous connaissons. Étant donné que c'est une prise en charge spécifique, comme vous l'avez énoncé dès le départ, qui est donc habilité à les administrer, ces soins palliatifs? Alors, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, il y a une formation spécialisée en soins palliatifs sous d'autres cieux. Tous les pays n'ont pas encore reconnu les soins palliatifs comme une spécialité médicale à part entière. Pas encore, mais ça vient. Mais le Cameroun reconnaît la nécessité de délivrer des soins palliatifs aux populations. Je peux dire que sur le plan des professionnels de la santé, nous parlons des médecins, des infirmiers, des psychologues, des kinésithérapeutes, des nutritionnistes, tous ayant bénéficié d'une formation en soins palliatifs. Et sur le plan de la communauté, des leaders religieux peuvent être formés en soins palliatifs ainsi que des bénévoles communautaires. Les formations qui sont délivrées aux leaders religieux, aux bénévoles communautaires ne sont pas les mêmes qui seront délivrées aux professionnels de la santé, chacun agissant à son niveau en fonction de son domaine. Cela implique notamment, on peut le comprendre, qu'il s'agit en réalité d'une prise en charge pluridisciplinaire. Effectivement, c'est une prise en charge holistique pluridisciplinaire. D'accord. Puisqu'on parle justement de cette prise en charge, comment est-ce qu'elle s'effectue? Comment est-ce qu'il y a une procédure pour l'application de ces soins palliatifs ou alors médecine palliative? Comment est-ce que concrètement un patient qui est candidat à cette prise en charge, comment est-ce qu'il est entretenu? Qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce qu'on lui fait pas? À quoi est-ce qu'il a droit? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qui lui est réservé concrètement? Voilà, normalement, lorsque vous avez cette équipe holistique dans votre institution hospitalière ou alors dans votre communauté, tout patient identifié, soit par des bénévoles dans la communauté, soit par un professionnel de la santé au sein de l'hôpital, doit être vu par l'équipe de soins palliatifs. Donc parfois, le bénévole signale à l'équipe qu'il y a un patient dans la communauté qui a besoin de leur service, soit alors un professionnel de la santé signale à l'équipe qu'il y a un patient hospitalisé qui a besoin de leur service, ou alors le patient vient directement consulter dans un service de cancérologie ou dans une unité de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, par exemple. Donc lorsque ce patient arrive en consultation, il subit l'enquête clinique holistique qui est délivrée par le professionnel de soins palliatifs qui le reçoit en premier. C'est un préalable. C'est un préalable. Ça peut être l'infirmier, ça peut être le médecin, ça peut être le psychologue. Chacun fait l'enquête selon son domaine de compétence, mais doit couvrir les 4 aspects. Entendons bien que les soins palliatifs, c'est une prise en charge holistique. Oui. C'est une prise en charge globale qui doit tenir compte non seulement des aspects physiques de la maladie, mais des aspects psychosociaux et spirituels. Donc, l'enquêteur
va suivre un questionnaire. Généralement, il y a des dossiers spécifiques pour l'enquête de soins palliatifs que l'enquêteur va suivre qui lui permet de dégager les 4 problèmes majeurs à la fin de la consultation. En fonction de chaque cas. En fonction de chaque cas. Donc, patient X a peut-être le problème d'une douleur sévère et d'une déshydratation liée au vomissement. En plus de ce problème-là, patient X a perdu son boulot et est probablement une femme seule avec enfants à charge et se sent déprimée parce que ne sait pas comment faire pour subvenir aux besoins de ses enfants, subvenir, payer les frais médicaux. En plus de ça, ce patient peut se poser des questions existentielles. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais? Et ce sont des éléments importants. Et ce sont des éléments importants. Dieu m'a abandonné. Toutes ces questions-là doivent être adressées par les professionnels de la santé, puisque toutes ces questions vont contribuer à améliorer la qualité de vie de ce patient. Donc, à la fin de l'observation de soins palliatifs, le professionnel de la santé dégage les 4 grands problèmes que peuvent présenter le patient et fait appel aux compétences des autres qui ne relèvent pas des siennes. Ça veut dire que si c'est le psychologue qui a vu le patient, il va solliciter le médecin pour continuer la prise en charge des problèmes physiques. Il va solliciter l'assistante sociale pour voir quelques aspects de la prise en charge sociale des problèmes que pose ce patient et sa famille. Okay. Et si le patient appartient à une obédience religieuse quelconque, on sollicite l'assistance de sa congrégation et très souvent nous préférons travailler avec les personnes qui sont formées parce qu'en soins palliatifs on dit que la spiritualité est un voyage mais la religion n'est que le moyen de transport. Ça veut dire que nous ne sommes pas là pour faire du prosélytisme ou amener quelqu'un dans une église quelconque, mais nous essayons de soutenir la personne du mieux que nous pouvons. Voilà. Pour sortir, j'aimerais que nous puissions clarifier un point essentiel. Parce qu'à vous écouter, des fois, on peut se dire que les soins palliatifs peuvent influencer d'une manière ou d'une autre, soit en retardant le temps du décès, ou alors soit le retarder, soit le rapprocher. Est-ce que c'est possible? Le rôle des soins palliatifs, je vais le dire en un mot. Il s'agit d'ajouter de la vie au jour et non des jours à la vie. Voilà, c'est important de le dire. De la vie au jour, ça veut dire que nous voulons que le moment que le patient vit soit meilleur, qu'il le vive bien. Il a une maladie qui menace ou qui limite sa vie, ce n'est pas pour cette raison qu'il doit souffrir. Donc, le cheval de bataille est la souffrance. Nous luttons contre la souffrance et sur tous ses aspects. Sur les aspects physiques, nous devons lutter contre la souffrance. Sur les aspects psychosociaux, nous devons lutter contre cette souffrance. Et sur les aspects spirituels également. Nous voulons que notre patient ait une meilleure qualité de vie, même s'il meurt aujourd'hui, qu'il meure sans souffrance. Docteur Dina, merci. Merci. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous renouveler à chaque fois votre fidélité en regardant Secours Plus. Mais seulement ne regardez pas juste, réagissez également aux cas qui vous sont présentés, apportez du secours, apportez de la vie. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques.
Have you ever understood the urgency and the need to care for the have-nots and the needy? How many are we ready to join the wagon of the train of love and care? Not many, anyway. But today we are here in Yassa, Entrée Chinois, where we shall be meeting a lady called Daci Olivia. The son is suffering from a testicular problem since the age of 2. Today, what is happening? For how long has he been suffering those pains? We shall be finding out in just some seconds. Olivia Daci, cette jeune femme de la quarantaine, est fortement préoccupée par la santé de son fils. Divine Favor, âgé de 8 ans, semble bien portant. Pourtant, il a un souci au niveau de ses parties génitales. Depuis l'âge de 2 ans, ses testicules se seraient déplacés de leur position initiale et normale pour migrer vers le haut. Yeah, he started this illness at the age of 2 years. But at the age of 2 years, I consulted him and it was over. It's just of recent that I realized that the same illness has taken place. Which illness is that? What's the problem with Favor? What's the problem with him? The problem is the testes displacements of the testes. Testicles? Yes, the testicles from the reposition. Saisis cette main qui est tendue et qui languit. Entends ce cri qui vient d'un cœur attristé. Olivia a été dans plusieurs centres de santé et hôpitaux pour trouver une solution face au mal dont souffre son fils. L'obstacle majeur fut à tous les niveaux, les finances. So I consulted the child to the hospital and the doctor asked for operation that is not normal. The testis is not supposed to be displaced, it's supposed to be in the same position. So that is then the means for the operation I could not afford, so that was why I decided, I took this number from the television, so I decided to call this number before they directed me of the document to bring to the office. Pour toi, je suis présent. Divine Favor se plaint parfois de douleurs dans la zone concernée et de temps en temps a du mal à uriner. Toutefois, il fait des efforts pour tenir le coup. It is very painful, you will cry until, but at the long run, it's not longer paining by displaced. It's no longer paining by displaced. They only complain when it is paining when he has to go to the toilet and stool hot stool. When you use an energy before you feel the pains here, when the thing displaces up. But if it's not having a problem of hot stool, even during the displacement, it's not paining. I just displaced like that. En effet, Divine Favor doit subir une intervention chirurgicale pour que ses testicules soient remis à leur place initiale. Ce jeune petit garçon, Favor, qui présente cette tuméfaction bilatérale qui est au niveau de sa région inguinale, c'est-à-dire vers le pubis, il souffre d'une maladie qui est congénitale. C'est-à-dire que normalement, les testicules chez le petit garçon sont
sont, quand le petit garçon est dans le ventre de sa mère, les testicules sont pratiquement au niveau de la région lombaire, c'est-à-dire au niveau du dos, ce que les gens appellent le dos. C'est à la région lombaire. Et avant la naissance, ou bien à la naissance, ou bien quelques jours après la naissance, ces testicules vont entamer une migration qui va les amener de la région du dos vers la région scrotale. C'est comme ça que ça se passe chez tous les petits garçons. Et donc, comme toute migration, il peut y avoir des accidents. C'est-à-dire, lorsque vous devez partir de Douala pour arriver à Yaoundé, vous pouvez avoir une interruption, vous pouvez vous arrêter quelque part en chemin et ne pas atteindre votre objectif, votre destination finale. La destination finale, c'est arriver dans le scrotum. Alors, ce petit garçon a eu un arrêt en chemin et cet arrêt se trouve au niveau de la région inguinale. On dit donc que c'est un testicule qui est cryptorchide, c'est-à-dire qui n'a pas pu atteindre la zone, parce que parfois les testicules peuvent même changer de route. Vous voyez quelqu'un qui veut aller à Douala, il part de Yaoundé, mais après il se retrouve à l'ouest, ou bien ça peut arriver. Toutes ces malformations-là, ça s'appelle des ectopies testiculaires, dont fait partie la cryptorchidie. Donc lui, le testicule a bien pris le chemin pour arriver, mais il s'est arrêté à mi-chemin. Donc l'opération que nous allons faire consistera à prendre ces testicules à mi-chemin et à compléter donc la migration. C'est une opération qui peut être faite par les chirurgiens pédiatres, précisément, ou alors par un chirurgien qui en a l'expérience. Et à la grâce de Dieu, donc, c'est un patient qui va retrouver la vie. C'est très important, pourquoi? Parce que si le testicule n'est pas dans le scrotum, eh bien, le testicule ne pourra pas produire les spermatozoïdes suffisants pour que cet enfant puisse faire des enfants prochainement. Il ne peut pas procréer. Et il y a des risques. Parce que si ce testicule reste très longtemps hors du scrotum, c'est un testicule qui peut être amené à se cancériser plus tard et causer le décès de l'enfant entre 17 et 23 ans. Donc attention à ce genre de pathologie. Donc non seulement ça pose des problèmes de procréation, mais ça peut poser aussi des problèmes qui sont des problèmes de vie. C'est-à-dire ça peut interrompre sa vie par la cancérisation. Donc voilà pourquoi il faut opérer cet enfant le plus rapidement possible. Et on va faire des petites biopsies comme ça de son testicule pour voir à quel stade il est, parce qu'il a quand même resté pendant presque 8 ans hors du chemin, hors de la localisation précise. Cette opération est possible, mais naturellement, elle a un coût. Un montant qu'Olivia ne peut supporter. Saisissons-leur la main. Modeste et sans emploi stable, elle se bat au quotidien juste pour avoir de quoi manger. Sans espoir, elle s'est tournée vers la fenêtre de secours de l'association Urgence Plus Monde pour obtenir de l'aide de la part des âmes de bonne volonté. That I need a help for the means so that they can treat the child, so that the testes should not be displaced, because I'm afraid that the long run, since it's a man, the consequence might be that in future he might become unproductive. J'ai pris soin de toi dès ton origine. Oui, je t'ai porté dès ta naissance. Pendant ta jeunesse, je serai le même, oui le même. Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. Notre petit demandeur est un jeune garçon dynamique et intelligent. Il a décidé de ne pas se laisser abattre par son état de santé. Convaincu du soutien des uns et des autres, il attend sereinement son opération en travaillant brillamment à l'école où il est parmi les meilleurs élèves de sa classe.
Okay, Olivia, and it was nice sharing this moment with you, and I hope they have listened to what you have just told them, and I do believe that God will intervene. Okay, see you. La plus grande souffrance, c'est de se sentir seul, sans amour, rejeté de tous. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on le donne. Vous avez écouté l'histoire de Olivia Daci, dont le fils souffre d'un dysfonctionnement testiculaire depuis l'âge de 2 ans. Ça fait exactement 6 ans que Favor souffre de ce problème de santé. Elle a besoin de vos dons, elle a besoin de votre assistance financière parce que Favor va avoir une intervention chirurgicale et c'est seulement grâce à vos dons, les contacts, vous les avez et qui s'affiche au bas de l'écran. C'est donc une autre randonnée humanitaire de Urgence Plus Monde via une émission Secours Plus qui a pour mission et pour vision d'aller au contact de ces personnes qui ont besoin de vous et de moi. À très bientôt. Bye-bye. See you. Take care. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. C'est une année de grâce qui commence. Urgence Plus Monde souhaite à tous les malades démunis, à tous ses donateurs et aux téléspectateurs de l'émission Secours Plus une bonne et heureuse année 2018. Une année pleine de santé, de prospérité et de bonheur. Urgence Plus Monde, le monde à leur côté.